l'intérieur et l'extérieur de son palais royal de Memphis. Ainsi, l'âme, le double, le cas du roi, pouvait-il sortir du tombeau, pénétrer dans sa demeure terrestre, y retrouver sa cour et ses familiers. Avant l'intervention d'Imhotep, l'architecture des palais, des maisons et des tombeaux utilisait comme remplissage des briques crues façonnées à partir du limon du Nil et comme armature des troncs et des branches d'arbres. Dans le domaine funéraire du roi Djoser, la pierre taillée vient remplacer la brique crue, les poteaux de bois, les clayonnages de roseaux ou de palmiers pour devenir le matériau d'éternité. Et je crois que l'idée d'Imhotep a été de reproduire autour de ce vaste complexe monumental de la pyramide à degrés, a voulu reproduire l'aspect des murs blancs de Memphis, qu'il a pétrifié en quelque sorte, il a transposé en pierre, de façon que ce soit éternellement là, autour de la tombe de son roi Djoser. Un architecte qui dessinait une pyramide à degrés devait inscrire son contour dans un triangle, n'est-ce pas? Et à un moment donné, l'architecte a eu l'idée de matérialiser ce triangle, n'est-ce pas? C'est dit, après tout, pour aller s'élever vers le ciel, vers le séjour des dieux, une pyramide lisse, n'est-ce pas? Une pente directe et tout aussi propice pour l'âme, pour rejoindre les étoiles du firmament ou le soleil, et que de grands emmarchements. Et à partir de ce moment-là, ils ont tous construit des pyramides. La première pyramide lisse est due aux architectes du roi Snéfrou, qui régna autour de 2500 ans avant notre ère. Snéfrou est le fondateur de la 4e dynastie. C'est aussi le père de Khéops et le plus grand bâtisseur de l'Ancien Empire. Rainer Stedelmann, directeur de l'Institut allemand d'archéologie du Caire, fouille et analyse avec son équipe les vestiges des monuments de ce grand roi qui se fait construire au moins 3 pyramides. Wir nähern uns nun Medoum, etwa 100 Kilometer südlich von Saqqara. Auf dieser Fahrt verlassen wir die Stufenpyramide des Djoser in Saqqara und seiner Nachfolger. Vor uns liegt die Stufenpyramide des Königs Snofru. Snofru war der erste König der 4. Dynastie und gleichzeitig der größte Baumeister des Alten Reiches. Er hat hier in Medoum eine erste Stufenpyramide von etwa 85 Meter Höhe errichtet, sie erweitert zu einer zweiten, fast 92 Meter hohen Pyramide, sie schließlich am Ende seiner Regierung in eine echte Pyramide umzuwandeln.
Et voici la première voûte en encorbellement retrouvée dans l'histoire de l'architecture. Elle est construite par des assises de pierre, chacune d'elles surplombant légèrement la précédente pour réduire progressivement la portée du couvrement. Kaum hatte Snofru die Pyramide von Meidum als eine hochragende Stufenpyramide vollendet, entschloss er sich, aus Gründen, die wir nicht genau kennen, Meidum und seine Residenz und Pyramidenstadt aufzugeben, um einen neuen Ort zu suchen. Diesen fand er in Dashur, wo er zunächst eine steile Pyramide, die Knickpyramide, begann. Il avait d'abord construit la rhomboïdale, qui était partie sur une pente très raide. Et puis, il a conçu des chambres très hautes et voûtées en encorbellement. Et il semble que les murs de ces chambres aient bombé, n'est-ce pas? Et il est probable qu'ils ont été inquiets à ce moment-là. Et le roi Snefru n'a plus voulu de cette pyramide. Il a dit non, moi, je ne veux pas que ma momie soit écrabouillée là-dedans. Vous allez, mes gaillards, vous allez m'en reconstruire une autre. Et alors, on est reparti, n'est-ce pas, avec une seconde pyramide qui devait atteindre la même hauteur que l'autre. Alors on lui a donné, pour terminer plus rapidement la précédente, on a diminué beaucoup sa pente. Et ça, c'était à peu près presque à mi-hauteur de la pyramide, n'est-ce pas? On a brisé la pente de la pyramide. Et la pyramide nord, alors on lui a donné la même pente que la partie supérieure de la rhomboïdale. Mais alors pour atteindre la même hauteur, on a fait une base beaucoup plus grande. Et là, une base très grande, elle a une base qui est intermédiaire, je crois, entre celle de Képhren et celle de Khéops. Nach dem Scheitern dieses Projekts begann er in seinem 30. Regierungsjahr mit dem Bau einer dritten Pyramide. Dafür wählte er einen flacheren Neigungswinkel von 45 Grad, der dem Bau den Eindruck vollendeter Harmonie und Ruhe gibt. مبسوط بستفلو ليه حنقطع حنجرة مالها عفياس نفرو يا هرمنا. Man hat immer behauptet, dass beim Bau der Pyramiden ein Heer von Hunderttausenden von Sklaven eingesetzt war. Das ist ein Thema der Maler des 19. Jahrhunderts und der Filme, die das sehr farbig und dramatisch darstellen. Dennoch ist es nicht wahr. In Wirklichkeit waren es sicher nicht mehr als 25.000 Arbeiter und Spezialisten. Man muss sich nur einmal den Arbeitsplatz konkret vor Augen halten. Mehr als 5.000 Personen konnten aus Raumgründen gar nicht zum Herantransportieren der Steine eingesetzt werden. Nehmen wir dann noch 5.000 zum Heranziehen der Steine und zur Zubereitung, weitere 5.000 in den Steinbrüchen, zum Herausbrechen und ungefähr 5.000 zum Antransport, vielleicht 2.000 jenseits des Nils und 3.000 auf der Westseite. Um all diese Menschen zu ernähren, bedurfte es sicher eines kleinen Heeres von Hilfstruppen, das man auch wieder mit ca. 5.000 Personen veranschlagen darf. Man muss sich nur einmal vorstellen, wie viel Brot täglich dafür gebacken werden musste, Gänse und Enten gegrillt und Rinder geschlachtet und zubereitet werden mussten. Das waren unter anderem die Leute, die in den Pyramidenstädten lebten und für die Architekten, die Meister und den Hofstaat arbeiteten. Es war also keinesfalls das ganze Land, das für den Pyramidenbau Frondienst leistete, sondern nicht mehr als 1%. Man kann dies am besten mit dem Bau unserer großen Kathedralen im Mittelalter vergleichen. Pendant l'extraction des pierres à la carrière ou pendant la construction sur le chantier, il y a eu des dates qui ont été marquées sur ces pierres-là. Et par ces dates-là, nous savons, contrairement à ce que Hérodote avait dit, il avait entendu dire puis il avait répété, et contrairement à ce que nous croyons jusqu'à maintenant,
nous avons su que ce n'est pas pendant l'inondation uniquement qu'on travaille sur le chantier des pyramides, mais toute l'année. Parce que dans ces marques-là, nous avons toutes les saisons de l'année égyptienne, les 3 saisons, et tous les mois de ces saisons avec certains jours. Ça, c'est le signe du mois, le 3e mois donc de la saison de l'inondation, Shemu en ancien égyptien, jour 4. Malheureusement, l'année est perdue, mais nous avons d'autres pierres que nous avons gardées pour ne pas les perdre, où l'année est préservée. C'est ainsi que nous savons, à côté de ces blocs qui nous livrent des dates de saison et de jours et de mois, comme vous avez vu, des dates très convoitées qui nous donnent les années de règne. C'est ainsi par ces blocs-là que nous savons que la pyramide a été fondée en l'an 30 du règne de Snofrou et qu'elle a été terminée en l'an 47-48 à peu près, donc 17 ans pour terminer cette pyramide-là. Wir kommen nun von der ersten Grabkammer in die zweite. Wir sind nun in der dritten Kammer angelangt, der eigentlichen Grabkammer. Dies ist ein weiter, luftiger Raum mit einem fast 15 Meter hohen, großartigen Kraggewölbe. In diesem wahrhaft königlichen Saal lag die Mumie des Snofrou. Dies ist das Himmelsgewölbe des Snofrou. Les ouvriers qui travaillent sur le chantier et qui venaient tous les matins arrivaient par le désert occidental dans une vallée, là, pas très loin de la pyramide, et tout près des carrières d'où ils extrayaient la pierre dure de l'intérieur qui forme le corps de la pyramide. Tandis qu'ici, là où nous nous trouvons, c'est l'un des ateliers qui servait aux ouvriers spécialisés, aux architectes, aux maîtres d'œuvre et aux chefs sculpteurs probablement. Eux, ces gens-là, venaient de la ville des pyramides, de la vallée, ici tous les matins, pour organiser le travail. Pendant que les architectes s'organisaient ici, autour de leurs maquettes ou de leurs plans ou de leurs modèles de pyramides, il y avait d'autres travaux qui se faisaient dans cet atelier. Donc il y avait les chefs sculpteurs aussi qui s'installaient dans ce bureau, les fours pour la vaisselle funéraire, et de ce côté-là, une grande partie, toute la partie occidentale de cet atelier est occupée par des magasins dont vous voyez les vestiges des murs là. C'était des grands magasins qui venaient jusque-là. Et là était gardé le matériel des architectes, des sculpteurs, leurs outils, le bois, les poutres en bois dont les ouvriers se servent,
Et nous pouvons très bien nous imaginer, exactement comme le chantier maintenant, les maîtres d'œuvre étant assis ici, un chef d'ouvrier arrive en hâte et dit nous avons besoin de tel bois qui est 12 trous pour dire combien de coudées le bois faisait. Il y avait ensuite... Ils ont aussi utilisé les fours pour refaire les marteaux, les ustensiles en cuivre, parce que ça, il fallait toujours refaire, réchauffer, aiguiser à nouveau les ciseaux en cuivre et tous les instruments. Nous avons des petites traces de cuivre ici. Et à côté de ces instruments de cuivre, qu'ils endurcissaient avec des moyens qui leur étaient propres, nous avons trouvé, éparpillés ici, des marteaux de pierre, des grands marteaux de pierre. Et d'après les fragments de granit que nous trouvons un peu partout sur ce terrain-là, nous supposons qu'il y a eu aussi ici peut-être le polissage, les dernières retouches sur les statues qui allaient ensuite être installées dans le temple funéraire ou autour de la pyramide. Die Pyramidenstadt des Snofru lag dort unten am Fruchtlandrand, an einem See, der als Hafen der Residenz diente. Diese Pyramidenstadt des Snofru ist noch nicht ausgegraben. Wir kennen sie bisher nur von einem königlichen Dekret, das dort gefunden wurde und in dem die Privilegien der Bewohner festgelegt sind. Das waren Prinzen, Mitglieder der königlichen Familie, hohe Würdenträger, ihr Personal, im Ganzen eine privilegierte Schicht. Insofern, als man in einer Pyramidenstadt von der Entrichtung von Naturalsteuern befreit war. Auch die Polizeitruppe hatte kein Recht in der Stadt. Die Bewohner mussten keinen Frondienst entrichten. Dagegen hatten sie als Pflicht, die Kulthandlungen an den königlichen Totentempeln zu vollziehen, das heißt, die täglichen Opfer darzubringen, zu singen, zu beten und Dienste, das heißt auch Reinigungs- und Wachdienste abzuleisten. Et voici l'âge d'or des pyramides, Khéops, Képhrène et Mykérinos. Khéops, la grande pyramide, était avant les cathédrales le plus vaste monument jamais construit. 230 mètres de côté, 146 mètres de haut, 220 rangées ou assises de pierre, en tout 6 500 000 tonnes et une chambre funéraire élevée à 50 mètres dans le massif de la pyramide. This Grand Gallery, the length of it, around 49 meters. And the depth of the Grand Gallery is around 11 meters. This is why when the coffin of the king goes through that Grand Gallery until it reaches to this place, which is the third burial chamber, and they sealed it forever and forever. Finally, we are here inside Cheops' burial chamber. This room is unique because Cheops once buried inside this coffin. This captivates mankind. People think how it was built. People wonder about that. Even the Arabs. There is an Arab proverb saying,
that man fears time, but time fears pyramids. Pour sa chambre funéraire, Khéops abandonne la voûte en encorbellement au profit d'un plafond plat, plus fragile. Et pour le protéger du poids de la pyramide, les architectes construisent au-dessus 5 chambres superposées, appelées chambres de décharge. La dernière étant recouverte par de grandes dalles de calcaire disposées en chevrons. Or, les chambres de décharge en granit se fissurent pendant la construction. Pour la troisième chambre, je crois qu'ils ont été abusés par la dureté du granit. Ils ont cru qu'avec le granit, ce n'était pas nécessaire de faire cela, qu'on pouvait les employer comme des poutres, simplement. Et, patatras, qu'est-ce pas, ces poutres se sont fissurées. Ils pensaient qu'avec le granit, ils n'avaient pas à se préoccuper de problèmes pareils, mais n'est-ce pas, il est certain que le granit est moins homogène qu'un bon calcaire. Et c'est très dur, mais à la flexion, ce n'est pas extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à Khéops, Oui. on a tous les systèmes de construction en vigueur à l'époque. Oui. On a une voûte en encorbellement dans la grande galerie, on a une chambre qui est couverte par des poutres en granit, et on a une autre chambre Et puis qui est finalement, n'est-ce pas, couverte par une ils ont voûte en renoncé à encorbellement. ce système du granit, puis ils ont dit qu'après tout, elle se fissurait aussi dans les chambres de décharge qu'il y avait au-dessus. Et finalement, ils sont revenus au système qu'ils avaient inauguré à l'entrée même de la descendrie de Khéops, n'est-ce pas? Ils sont revenus au système en chevron, n'est-ce pas? Mais monsieur, pourquoi pensez-vous qu'ils aient abandonné alors la première chambre qui est souterraine? Question millénaire. Comment a-t-on hissé les 2 700 000 blocs de pierre sur 220 rangées pendant la construction de Khéops et jusqu'à 146 mètres de hauteur? Les polémiques continuent depuis l'Antiquité. Monsieur, vous avez choisi entre Hérodote qui met des petites machines en bois et Diodore de Sicile qui établit des rampes pour construire les pyramides. Vous avez choisi finalement Diodore de Sicile. Vous avez votre camp là, hein? Ah oui, Vous ça, avez choisi c'est votre camp. n'est-ce pas? Non, je considère que ces petites machines en bois, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas permettre de lever des blocs énormes, n'est-ce pas? Vous pensez, Ça hein? pouvait servir peut-être sur des petites pyramides, n'est-ce pas, ou des choses, la 6e peut-être, pas pour le revêtement, mais pour les autres peut-être, mais pas pour des pyramides comme celle de Khéops. Et en particulier les blocs de granit qui pesaient 70 tonnes, moi je ne vois pas la monter comme ça. Fondé sur des petites machines à bois comme Hérodote. Vous pensez que c'est plutôt Diodore de Sicile qui est dans le vrai quand il dit que les pyramides sont construites avec d'énormes rampes en terre, Moi, lui je dit pense, en mais terre. je vois pas comment on pouvait faire autrement, n'est-ce pas? Tous les bas-reliefs qui nous représentent le transport de lourdes charges, c'est toujours sur des traîneaux et sur des choses comme ça. On voit pas comment ils auraient inventé autre chose pour la pyramide, je crois pas. La 4e dynastie, on n'a pas parlé. On n'a même pas parlé qu'on construit les pyramides. Oui. Nous avons les titres, nous avons les grands architectes, mais ils disent jamais c'est moi qui a construit, qui a travaillé pour les pyramides. Rien, pas du tout. C'était très normal. Mais enfin, il y avait En cette automne. expérience, vous savez, de Chevrier qu'il avait fait à Carnac, ça je l'ai cité souvent, n'est-ce pas? Ils avaient déplacé un bloc important de 7 tonnes, je crois, quelque chose comme ça. Et ils avaient attelé, je sais pas, 70 bonshommes, quelque chose comme ça. Et c'était sur un terrain plat, mais ils avaient arrosé, n'est-ce pas? Ils avaient mis de l'argile, et du limon du Nil, et ils avaient arrosé. Et puis on hisse, on a tiré, les types sont tombés des carters en l'air, et le bloc est parti comme ça. Alors après ça, ils ont réduit de moitié. Ça, c'était la même chose. Et finalement, ils ont constaté qu'un homme pouvait tirer, dans ces conditions, 1 tonne, n'est-ce pas? Oui, Mais dès que la rampe monte, le Mais oui. poids de la pierre oui, augmente. mais c'est ça, là. ils ont dû très vite C'est faire ça des le plus délicat, mais en ils ont fait. dû très vite faire des rampes, justement, et essayer de voir quelle était la rampe qui les convenait, n'est-ce pas, pour tirer des blocs. Oui, la rampe optimum. Et surtout, la grande pyramide, il faut monter à 146 mètres de haut. Oui, bah ça, ceux-là, on les monte. Énorme. Oui, mais ça, ceux-là, on les montait pas à 146 mètres. Mais on les monte. Mais tous les blocs des chambres de décharge, n'est-ce pas, au-dessus de la chambre de Khéops, et surtout les blocs du plafond même de la chambre de Khéops, c'est tout de même à 45 mètres de hauteur. Et les chambres de décharge, ça va jusqu'à presque 60 mètres, 55 mètres, je sais pas combien. Et les grandes dalles en chevron aussi. N'est-ce pas, c'est énorme. Et il n'y a pas ça dans les autres. Dans les autres, à Képhren, les chambres, les blocs en chevron sont à ras du sol, n'est-ce pas?
Finalement, le grand problème, c'est Khéops, quoi, et on sait tout Bah oui, pas c'est grand-chose, lui, hein. c'est lui qui est le grand problème. Les autres, Il faut résoudre Khéops et on aura résolu tout le Mais oui, reste. ah, c'est sûr. Après la mort d'un demi-frère, Djedefre, Khéphren succède à Khéops. Il se fait construire une pyramide presque aussi grande que celle de son père. Et alors là, la chambre sépulcrale dans Khéphren est à fleur de sol. C'est-à-dire que là, il n'est plus ni profondément enfoui dans le sol, il est juste à la naissance de la pyramide, c'est-à-dire de l'édifice qui peut l'aspirer vers le séjour des dieux. N'est-ce pas? Il est là, au fond, en bonne place. Et alors là, ça simplifiait énormément les choses à ce niveau, parce que les énormes blocs de la voûte en chevron, il n'y avait qu'à les amener à fleur de sol, et c'était très facile de les placer. Il n'y a aucun problème d'ascension difficile dans la pyramide. Alors Mykérinos, qui s'est montré beaucoup plus prudent, est parti sur des bases infiniment plus petites, et sa pyramide représente le 10e du volume de celle de Khéops, n'est-ce pas? Après Mykérinos, on assiste à une rupture dynastique. Une légende raconte la naissance miraculeuse des 3 premiers rois de cette nouvelle et 5e dynastie, Ouserkaf, Saouré et Néferir-Karé. Les pyramides de la 5e dynastie conservent le volume adopté par Mykérinos, ce qui réduit le temps de la construction. Les nouveaux rois développent en revanche de vastes et beaux temples. Il y a, comme à la dynastie précédente, un temple bas au niveau de la vallée, avec un port et un embarcadère relié au Nil par un canal. Une chaussée montante conduit à un temple haut, le temple funéraire, lieu de culte au roi défunt. Dans ce chaos, on discerne la variété des matériaux d'origine. Sol de grès sombre pour les cours et les bois de passage, sol d'albâtre clair pour les sanctuaires, le granit rouge d'Assouan étant réservé aux encadrements de portes et aux élégantes colonnes palmiformes. Les cartouches et les titulatures royales étaient gravées et colorées par la pierre verte de malachite. Aucun texte ne figurait encore sur les murs intérieurs des pyramides jusqu'au jour où un jeune archéologue français, Gaston Maspero, découvrit en 1880 un fragment inscrit dans les décombres d'une pyramide de la 6e dynastie. Le patron de ce jeune homme se nommait Auguste Mariette. Il fouillait la nécropole de Saqqara depuis 1860. Mariette, qui est sur son lit de mort, au mois de janvier 1880, Mariette estime que son expérience lui permet de dire que les pyramides n'ont pas de texte. Aucune pyramide n'a livré de texte jusqu'alors. Maspero lui apporte la démonstration et quelques heures avant de mourir, Mariette doit confesser qu'effectivement, il y a des pyramides à texte. Un texte, c'est un texte qui revient toujours et toujours à la même place. C'est le texte initial, c'est le texte fondamental des textes des pyramides. Il dit « Ô Pharaon, ce n'est pas mort que tu t'en es allé, c'est vivant que tu t'en es allé. » C'est-à-dire que toute cette étonnante construction que sont les pyramides se trouve explicitée par cette phrase qui se trouve gravée à l'intérieur de la chambre funéraire, à proximité même du corps du roi, et qui lui assure finalement une démarche
dans l'éternité, mais c'est une démarche vivante, puisque c'est vivant qu'il s'en est allé. La 6e dynastie commence avec Téti. Un Téti va succéder Pépi Ier, puis Mérenrê et enfin Pépi II. Et à ce moment-là, ce sera ensuite une chute brutale de l'Ancien Empire, chute que les historiens ont encore beaucoup de mal à comprendre et à expliciter. Depuis 1963, la mission archéologique française de Saqqara fouille et restaure les ruines des pyramides aztèques de la 6e et dernière dynastie de l'Ancien Empire. Avec d'autres chercheurs en géophysique, Audran Labrousse découvre de 1988 à 1991 4 pyramides de Rennes enfouies sous 9 mètres de déblai autour de l'enceinte du roi Pépi Ier. 3 des épouses de ce pharaon viennent d'être identifiées. Ce matin, nous venons de... vient de trouver l'extérieur du sarcophage. On l'a identifié sous ces énormes blocs de couverture qui étaient tombés sur le sarcophage et qui l'ont protégé. Et là, le couvercle a disparu, donc vraisemblablement le sarcophage est vide. Là, évidemment, là aussi, on lit, tout ça est très abîmé, on lit des coulures sur le bord de la cuve du sarcophage, et là, c'est une chose assez dramatique. En fait, c'est les produits résineux de la momie de la reine, au moment du pillage, qui ont été dépecés, éparpillés, jetés partout, et qui ont coulé à l'intérieur de la cuve du sarcophage. Ce qu'on peut dire, c'est presque c'est tout ce qui reste de la reine. Ici, dans la chambre funéraire de la pyramide de Mérenrê, nous avons un exemple superbe de polychromie, mais c'est aussi une leçon d'architecture, car on voit ici l'aboutissement de toutes les recherches qui ont commencé depuis la 3e dynastie pour éviter que la masse de la pyramide n'écrase le sarcophage. Et c'était ça le grand problème des architectes. Comment évider la pyramide, y placer le sarcophage et dévier ces forces descendantes, les forces de la pesanteur, les écarter du sarcophage afin de le protéger. Alors, il y a eu des recherches successives. À Djoser, un puits. À Dachour, une voûte en encorbellement. Et à Khéops, pour la première fois, la voûte en verre renversé, celle que nous voyons autour de nous, apparaît pour la première fois. Et ici, on voit bien comment elle a été mise en œuvre. Car il s'agit, pour cette voûte, de recevoir les forces et le poids de la pyramide et de les écarter du sarcophage. Et ainsi, on a utilisé ces énormes chevrons qui nous entourent et on voit comment, au lieu de reposer sur les murs propres de la chambre, ils plongent derrière les murs et ils aboutissent à ces énormes massifs de maçonnerie que l'on voit et qui les reçoit sur cette encoche en V et qui peut ainsi les bloquer. Ici, on est à ciel ouvert, et pourtant, on est au cœur de la pyramide, au-dessus du sarcophage de Pépi Ier. Alors cette couverture, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont 3 couches de chevrons en V renversés qui écartent les forces du sarcophage. On voit une première couche, une deuxième couche, et voici le dernier chevron. Ce qui est extraordinaire, c'est que les Égyptiens ont pensé à une sécurité remarquable. Chaque chevron est indépendant. Ainsi, ce vide que nous voyons entre les 3 couches est une sécurité. Si la 3e couche se fissure, et bien à ce moment-là, c'est la 2e couche ou la première qui prendront les charges.
Ces chevrons sont énormes. Ils pèsent chacun environ de 60 à 65 tonnes. Et il y en a 3 couches. Et ces 3 couches additionnées vont peser 3500 tonnes. Et c'est cette masse énorme de force en présence qui va protéger le sarcophage du roi de l'écrasement de la masse colossale de la pyramide. Les pyramides de la 6e dynastie ont été durement saccagées, dépouillées de presque toutes leurs pierres, effondrées par le pillage des blocs de leur structure. Mais l'état de ruine de ces chantiers archéologiques constitue paradoxalement un musée en plein air exceptionnel. Il permet en effet de voir en coupe les étapes de la construction et les intentions des bâtisseurs de pyramides. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment une pyramide est construite à la 6e dynastie, avec son parement qui est fait d'une belle pierre calcaire dorée. On va voir comment ce parement, eh bien, il est soutenu et repris par derrière, par des pierres qu'on appelle les backing stones. Et on voit comment tout ça s'appuie sur un massif qui est fait, lui, de toutes petites pierres qui sont liées simplement avec un mortier de boue. Alors, comment la pyramide était-elle construite? Eh bien, elle n'était pas construite par étapes, comme on pourrait le croire, mais par plans horizontaux. On construisait en même temps le parement, les backing stones, le massif. Et elle montait ainsi, horizontale par horizontale, assise par assise. Et très souvent, ce qu'on voit de ces pyramides quand le parement a été détruit, eh bien, c'est ce qu'on voit derrière nous, à la pyramide de Pépi Ier. On ne voit plus que les backing stones. Et c'est elle qui suggère la forme de la pyramide, alors que le parement, lui, a complètement disparu. Ici, eh bien, nous pénétrons dans l'appartement funéraire en ruine d'une des reines de Pépi Ier. Et qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, on va retrouver l'éternité des axes de la composition. Ces axes qui étaient dans la pyramide du roi, eh bien, nous les retrouvons ici dans la pyramide de la reine. L'axe nord-sud est bien évidemment l'axe du Nil. L'axe est-ouest sera toujours celui de la course de soleil. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver derrière moi? Eh bien, on va trouver l'entrée de la pyramide avec encore un des gros bouchons en place. Et en arrivant au croisement des deux axes, sous la pointe de la pyramide, eh bien, nous allons découvrir l'axe ouest, à ma droite. C'est l'axe des morts, c'est l'axe du soleil couchant, et c'est là où est placé le sarcophage. En face, de l'autre côté, à ma gauche, nous allons retrouver l'axe du soleil levant, c'est l'axe est, c'est l'axe des vivants. Et c'est là que va encore être situé un petit magasin où on entreposera pour la reine, pour sa survie dans l'éternité, où on placera tout un joli mobilier funéraire, où on trouvera les objets qui seront nécessaires dans l'au-delà pour sa vie quotidienne. L'avantage de cet état de ruine, c'est que la pyramide au-dessus de nous a disparu. On se retrouve dans une cuve à ciel ouvert, et cette cuve était exactement la cuve funéraire où on mettait le tombeau de la reine. On assiste ainsi ici à la naissance de la construction de la pyramide par cette première fosse. Cette fosse, pour éviter les éboulements, était tapissée de murs de soutènement. On pouvait ainsi travailler en même temps à l'intérieur de la pyramide, dans les appartements funéraires, et commencer au même moment l'édification de l'extérieur de la pyramide. Finalement, toutes les recherches qui ont été entreprises depuis Djoser, toute la puissance de la 4e dynastie, toute la richesse décorative, la sensualité des formes et des matériaux va se retrouver ici, dans cette architecture, synthétisée. On sait qu'à Ounas, avec l'invention des textes, on avait renforcé de façon extraordinaire cette architecture, et là, on avait trouvé finalement la meilleure solution pour assurer au pharaon son éternité. Et cette alliance des textes et de cette architecture, eh bien finalement, c'est ce que les Égyptiens de l'Ancien Empire ont trouvé de mieux pour assurer la survie du pharaon. Alors que va-t-il se passer? Eh bien, on ne change pas une formule qui gagne. Et cette formule d'une pyramide, de textes funéraires et d'un gigantesque complexe, eh bien finalement, elle va devenir répétitive. Et c'est là, peut-être, où on peut deviner un épuisement des formes, un épuisement des recherches, et où on voit la 6e dynastie
condamnée à se répéter, n'ayant plus de créativité, n'ayant plus d'idées nouvelles, puisque elle triomphe, puisque ces idées triomphent, c'est paradoxalement de cette réussite même que va venir, en quelque sorte, la décadence. Ce pays est diminué, car ceux qui le dirigent sont nombreux. Il est dépouillé, mais ses impôts sont élevés. Le grain est peu abondant, mais le boisseau est grand, et on le mesure lorsqu'il déborde. Ré se séparera des hommes. Il ne brillera qu'une heure, et on ne saura pas quand midi surviendra. On ne pourra plus distinguer l'ombre. Je te décris le pays à la manière d'un malade. Celui dont le bras était faible sera un homme puissant. On saluera celui qui autrefois saluait. On vivra dans la nécropole. C'est l'homme misérable qui mangera les pains d'offrande. Héliopolis, lieu de naissance des dieux, n'existera plus. Alors, un roi viendra du sud. Et là, il tourne à 90 degrés et se tourne vers le nord. Et là, il va jusqu'à la descendrie par laquelle il avait été enfourné dans le monde des morts. Il va remonter cette descendrie. Et là, comme la pente est à peu près 28-30 degrés, il va se trouver dans la zone, ce que nous appelons, nous, la zone de l'étoile polaire, ce qui n'était pas exactement le cas à cette époque-là. Enfin, dans cette zone où les étoiles continuent sans cesse à tourner. Ce sont les mêmes étoiles, celles qui ne périssent pas, celles qui sont infatigables, celles qui continuellement tournent autour de l'axe du monde. Tout le ciel de ces couloirs, de ces chambres est constellé d'étoiles, ces étoiles impérissables au milieu desquelles il veut connaître l'éternité. Ce qui est étonnant, c'est cette écriture de ce texte des pyramides qui constitue la plus ancienne composition funéraire de l'humanité. Ce qui est très étonnant, c'est la beauté fulgurante de ces textes. Ce sont des textes brefs, des sentences souvent énigmatiques, qui, d'une manière extrêmement lyrique, décrivent, ou plus exactement souhaitent, un destin glorieux du pharaon dans l'autre monde. Dans tout ça, il n'y a rien du tout de biographique, il n'y a rien du tout d'anecdotique. Ce qu'il faut, c'est que Pharaon vive éternellement, c'est-à-dire, dans notre perspective à nous, qu'il renaisse. Les textes des pyramides, c'est un recueil de formules de diverses origines, de natures différentes. On peut avoir des petites prières, des petits hymnes. On peut avoir des conseils tout à fait pratiques du style fais attention quand tu passes à tel endroit, mais c'est toujours destiné à aider le pharaon à passer dans l'au-delà. On peut également avoir des souhaits, comme par exemple ici, on a une formule toute simple. Pépi pou nenmoutek, ce pépi, tu ne meurs pas. Et puis on ferme les guillemets, en quelque sorte, avec ce qu'on appelle le signe du château. On ouvre à nouveau les guillemets ici, avec le djed medou. Et voilà un nouveau souhait. Que s'ouvrent pour toi les portes du ciel, que s'ouvrent pour toi les portes, et on voit bien les deux vantaux, du Kébéou, c'est-à-dire le paradis, avec l'idée de fraîcheur évoquée par cette cruche ou par un filet d'eau. On peut deviner que quelque chose va se produire, que quelque chose change et que les gens sont un peu troublés. D'abord dans le fait
qu'on ait besoin d'écrire ces textes dans les pyramides, puisque jusque-là, ils devaient figurer sur des papyrus, on devait les réciter au moment des funérailles probablement, mais on n'avait jamais eu besoin de les transcrire sur les murs de la tombe même. Ensuite, on peut constater par exemple que certains signes disparaissent, sont systématiquement supprimés des gravures. D'abord, le principal, c'est l'animal sétien, l'animal du dieu Seth, qui sert normalement à écrire son nom, qu'on va entièrement refuser de faire figurer dans certaines pyramides. Le dieu Seth, ça représente le dieu du trouble, le dieu du désordre, le dieu de ce qui n'est pas normal, la normalité. Donc, le fait de le supprimer, c'est déjà reconnaître que quelque chose ne va pas ou qu'on est inquiet. Ensuite, on constate aussi que dans certaines pyramides, certains animaux qui sont nécessaires à l'écriture, qui sont nécessaires au système, on va les représenter, on va les graver, et puis ils vont être paralysés par du plâtre qu'on va fixer sur leur arrière-train. Là aussi, ça signifie, ça traduit une certaine inquiétude probablement. L'alphabet, d'abord, c'est un terme impropre. Disons, l'ensemble des hiéroglyphes utilisés, ça groupe énormément de signes qui évoluent, qui sont en général tout à fait superbes. Les Égyptiens sont des animaliers remarquables. Les oiseaux, c'est un vrai plaisir de se promener sur les colonnes. Hein. C'est vivant, et c'est à chaque fois autre chose, parce que ce ne sont pas des plombs d'imprimerie qui reviennent exactement. C'est la fantaisie du graveur qui fait que un oiseau est plus vivant que l'autre. Tous ces textes ont été peints en vert. Peint en vert, à première vue, bon, c'est une couleur parmi d'autres, mais en réalité, ce n'est pas une couleur parmi d'autres, car pour un égyptologue, s'il commence à réfléchir, cette couleur, elle s'appelle ouadj. Ouadj, c'est aussi le nom du papyrus. C'est-à-dire que Pharaon, par cette couleur verte, va acquérir une verdeur éternelle. Et d'ailleurs, il y a de nombreux passages dans lesquels il affirme sa puissance sexuelle, dans lesquels il affirme sa volonté de vivre, son besoin de boire, de manger, d'être complètement vivant. Pépi Osiris, ta mère Nout s'est étendue sur toi. Elle te protège contre toute chose mauvaise. Elle empêche que rien ne te manque. Elle remet ta tête. Elle rassemble tes os. Elle réunit tes membres. Elle t'apporte ton cœur dans ton corps. Tu es pur, ton âme est pure, ta puissance est pure. Ta mère est venue à toi, la grande protectrice est venue à toi, elle te purifie. Ô Pépi, réveille-toi, lève-toi, debout. Si vous voulez, la naissance du monde, c'est naturellement pour les Égyptiens un problème majeur. C'est de savoir comment cet univers s'est constitué. Généralement, on part d'un œuf. Un œuf ou d'une végétation qui est apparue sur une butte primordiale. Qu'est-ce que ça veut dire, la butte primordiale? Vous avez le fleuve lui-même, et ce fleuve qui moutonne, au milieu de ce fleuve, soudain, on voit quelque chose qui se passe. Moi, j'ai été très frappé
regardant de Nil, de voir des oiseaux qui marchaient sur le Nil. Étonnant, des oiseaux qui marchent sur le Nil, et puis petit à petit, on s'aperçoit au bout de 2 ou 3 jours qu'en réalité, c'était une butte qui s'était constituée du limon qui s'était déposé, et sur ce limon, naturellement, c'est la vie qui est née, et à partir de là, il y a eu un œuf, et les Égyptiens parlent souvent le grand cacteur. Le grand cacteur, c'est un oiseau primordial, mais qu'est-ce qui est le premier? Est-ce que c'est l'œuf? Est-ce que c'est l'oiseau? Le problème, naturellement, n'est pas plus tranché par les Égyptiens anciens qu'il n'est tranché par nous-mêmes. Cette pensée très très éloignée de la nôtre, si vous voulez, beaucoup plus proche d'une pensée africaine, par exemple, que de notre pensée moderne dont les fondements, naturellement, sont les fondements même de la pensée grecque. C'est-à-dire, pour nous, cartésiens, enfants d'Aristote, A et A, B et B, etc., pas pour les Égyptiens, il peut y avoir une plénitude de dieux qui ne sont jamais que des formes d'apparition. Les Égyptiens n'ont jamais cru que tel dieu était le dieu seul. C'est le principe divin qui se spécifie selon l'endroit, selon la fonction. Selon l'endroit, à Thèbes c'est Amon, ailleurs ça sera Ré, ailleurs ça sera Ptah. Selon les fonctions aussi, si je veux un dieu qui est plus le dieu de la création elle-même, je prends le dieu Ptah. Si je veux le dieu de la sagesse, par exemple, je prends le dieu Thoth, etc. Tout ça, ce ne sont jamais que des façons de m'exprimer. Si je prends le dieu Thoth, mais il peut s'exprimer par un oiseau, c'est l'ibis à ce moment-là. Mais il peut s'exprimer aussi par un babouin. Tout le monde sait que Thoth, ce n'est ni un ibis ni un babouin, mais c'est une façon d'exprimer la divinité. Par conséquent, si vous voyez ces longues chaînes de correspondance qui lient le monde tout entier, c'est tout ce réseau-là qui constitue l'univers pour les anciens Égyptiens. Naturellement, au milieu de tout cela, le monde des dieux est un monde privilégié. Ce monde des dieux qui n'est pas du tout statique. Par exemple, nous allons parler disons, Osiris. Osiris est mis à mort par son frère, le dieu Seth. Le dieu Seth, c'est un dieu extrêmement intéressant parce que le dieu Seth, on dit c'est le dieu du mal. C'est pas exactement le dieu du mal. Le dieu Seth, c'est un dieu qui prend en charge tout ce qui, dans la création, n'est pas vraiment bien ordonné. Si vous voyez, c'est tout ce qui n'est pas la norme. C'est le dieu de la normale. Mais ce dieu, il est nécessaire parce que peut-être que le monde serait totalement statique s'il n'y avait uniquement que la normalité. C'est un univers qui n'est pas du tout comme le nôtre, tourné vers le futur. Parce que les Égyptiens ont eu le sentiment, dans cette mutation étonnante du 3e millénaire, des années 3100 environ, ils ont eu tellement le sentiment de ces mutations que c'est à ce moment-là, auparavant, qu'était sur Terre le monde des dieux. Par conséquent, ce qu'il faut, c'est rétablir la perfection des premiers débuts. Non pas se tourner vers un futur qui serait meilleur, mais revenir au premier commencement. Alors ça, naturellement, si on cherche les fondements de cela, c'est sans doute que c'est une citation de la pierre. Dans la pierre, dès le début, vous pouvez faire une très belle construction. Ils l'ont montré avec Djoser, avec Imhotep et ce grand univers funéraire de 16 hectares comme première création. On ne peut pas faire mieux. Tandis qu'au contraire, les civilisations du premier millénaire, les civilisations du métal, et dans le métal, vous avez un point de fusion nouveau, vous avez une procédure nouvelle, et ce sont des civilisations du futur. Par conséquent, voilà une civilisation tournée vers ses premières réalisations et non pas tournée vers le futur. Alors, les projections de tout cela dans le monde social, c'est facile. Vous avez une grande pyramide sociale, Pharaon au sommet, en dessous les princes, et ensuite chacun aussi à sa propre place. Pour les anciens Égyptiens, les choses sont ainsi. Il y a les fellahs, il y a la classe des scribes dans laquelle se recrutent tous les dignitaires, les fonctionnaires, etc. Puis au-dessus, le magicien par excellence, celui qui a le contact direct avec les dieux, dont la substance elle-même est tellement sacrée que c'était un sacrilège. Je ne sais plus quel grand dignitaire ayant touché Pharaon, il faut immédiatement désacraliser le personnage, il faut immédiatement bien trancher ce qui est Pharaon et ce qu'est le reste de l'humanité.
Hier im Westfriedhof von Giza vermeinen wir, den ägyptischen Staat des Alten Reiches etwas besser verstehen zu können. Die Pyramide ist der Palast, der Jenseitspalast des Königs. Um diesen Jenseitspalast herum gruppieren sich die Häuser, die Gräber der hohen Beamten seiner Zeit, der hohen Staatsbeamten, die die Verwaltung dieses gerade im Entstehen begriffenen Staates unter sich haben, und deren Familien. In dieser Gesellschaft spielt auch die Frau eine ganz bedeutende Rolle. Die Prinzessinnen, Töchter des Cheops, haben ebenso große Gräber wie die Prinzen, die mit ihnen begraben sind. Offensichtlich spielen sie auch eine Rolle bei der Weitergabe des Königtums. Wir wissen nicht, wie ein König gewählt wurde. Wir haben immer wieder einen neuen König. Er war sicher ein Prinz, aber es muss nicht der älteste Prinz gewesen sein. Aber wir wissen zum Beispiel, dass eine der Töchter des Cheops zuerst den ersten Nachfolger, Chedefre, geheiratet hat und nach dessen Tod ihren Bruder Kephren, um die königliche Würde weiterzugeben. Schon zu Beginn der Geschichte, in der ersten Dynastie, haben wir um die Königsgräber herum Reihen von Nebenbegräbnissen, und wir wissen heute recht wohl, dass zumindest in der ersten Dynastie noch eine ganze Reihe von Untergebenen getötet wurde beim Begräbnis des Königs. Sie wurden um den König herum bestattet, damit dieser im Jenseits seinen Hofstaat hatte. Dazu gehören unter anderem die Zwerge. Es ist erstaunlich, wie viele Zwerge anscheinend schon seit Beginn der Geschichte um den König versammelt waren. Und auch hier in Giza haben wir neuerdings einen Zwergenfriedhof. Das zeigt die bedeutende Rolle, die diese Zwerge hatten. Vermutlich waren sie als ungefährlich angesehen. Sie konnten in die Nähe des Königs kommen, ohne ihn zu gefährden. Sie konnten seine Kleider sowohl bringen, ihn sortieren, über seine Kleider wachen. Vielleicht waren sie auch beschäftigt bei der Herstellung von sehr, sehr feinen Elfenbeinschmuck und anderen Schmuckstücken. Pour accéder à l'administration, il fallait manier l'écriture. Un papyrus de l'Ancien Empire, les conseils d'un père à son fils, a été souvent recopié et diffusé dans toutes les écoles de scribes pendant 2 millénaires. Être scribe est la plus grande des professions. Il n'y en a point de semblable dans le pays. Même s'il est encore enfant, déjà on le salue. On l'envoie pour transmettre des messages. Je n'ai jamais vu de sculpteur en mission, ni d'orfèvre que l'on dépêcha, mais j'ai vu ce forgeron au travail, à la gueule de son four. Ses doigts sont comme la peau de crocodile, et ils sont plus mauvais que des œufs de poisson. Le tailleur découpe excellemment toutes sortes de pierres dures, mais lorsqu'il a terminé, ses bras ont péri. Il s'assied au crépuscule, ses genoux et sa colonne vertébrale sont ployés. L'arracheur de papyrus remonte le fleuve vers les marais. Lorsqu'il a travaillé au-delà de ce que ses bras peuvent faire, les moustiques et les mouches des sables l'ont massacré. Quant au potier, bien qu'il soit toujours debout parmi les vivants, l'air qu'il respire sort brûlant du feu. Ses vêtements sont raides de limon, sa ceinture est en lambeaux.
Le chasseur souffre beaucoup lorsqu'il va au désert. Ce qu'il donne à son âne est plus important que ce que lui rapporte son travail. Sans compter ce qu'il doit donner au berger des marais pour qu'il lui indique son chemin. Et la marche l'a brisé. Le courrier partant pour les pays étrangers lègue ses biens à ses enfants par crainte des lions et des Asiatiques. Et que sa maison soit de toile ou de briques, il ne revient pas le cœur paisible. Le blanchisseur lave sur la rive, proche des crocodiles. La nourriture du blanchisseur est mêlée à toutes sortes de souillures, car on lui donne à laver les vêtements des femmes ayant leur menstru. On lui dit « Hé, nettoyeur de saleté, la rive est glissante à cause de toi. » L'oiseleur souffre beaucoup. Lorsque les oiseaux des marais passent au-dessus de lui, il dit « Ah, si j'avais un nid !» Je te parlerai aussi du pêcheur. C'est le plus mauvais des métiers. Il n'existe pas de travail sur le fleuve où l'on soit ainsi mêlé aux crocodiles. Lorsque vient le moment de régler les comptes, il n'osera pas dire qu'un crocodile l'a paralysé de crainte. Il dira « C'est la puissance de Dieu ». Vois-tu, il n'y a pas de métier qui soit exempt d'un chef, sauf celui de scribe. Si tu connais les livres, tout ira bien pour toi. Dans le corps des scribes, les prêtres jouaient un rôle important. Ils étaient désignés par le roi, qui leur accordait de nombreux privilèges. Leur mission était essentielle. Ils avaient en charge l'administration de tous les temples royaux. C'était là que le roi recevait l'hommage des vivants. Les offrandes et les prières étaient consignées sur des papyrus. Les temples funéraires de l'Ancien Empire nous étaient connus et nous savions qu'on y célébrait le culte du roi mort. Mais nous ne savions pas comment ces temples fonctionnaient, ce qu'ils avaient comme matériel, ce que faisaient les gens qui y étaient employés, ni leur économie. Par une chance assez extraordinaire, des papyrus qui sont les archives d'un de ces temples nous ont été conservés. Alors vous avez ici un tableau de service. Ce tableau de service est réglé en carreaux et dans la partie supérieure sont inscrites les tâches du personnel. Vous avez ces tâches qui sont écrites ici, les titres des employés qui doivent accomplir ces tâches sont inscrits ici, et dans les cases qui correspondent au jour du mois, vous avez les noms des employés qui doivent faire ces tâches. Alors, celui qui doit passer la nuit dans la maison qui se trouve à la porte des magasins au nord du chemin du prêtre funéraire lorsqu'il fait le tour de la pyramide. La tâche est quotidienne et un seul homme en est chargé. Ceux qui doivent apporter l'offrande divine depuis le temple solaire Seth-Ibré, le lieu de prédilection de Ré, depuis la résidence
et le palais. Ceux qui doivent apporter la viande et les légumes depuis le temple solaire, c'est Ibré. Ceux qui doivent s'isoler en dehors des heures de service dans le temple tout entier. Et enfin, ceux qui doivent accomplir les rites pour les statues royales le jour de la fête. Alors, pour cette tâche qui est par exemple de s'isoler dans le temple entier en dehors des heures de service, la tâche est répartie entre deux catégories de personnes, des prêtres d'une part et des employés du temple d'autre part qu'on appelle rentichés. Et ici, vous avez inscrit dans les cases des jours du mois les noms des personnes qui sont de service dans les deux cas. Et comme vous pouvez le voir, ce ne sont jamais les mêmes noms, ce sont les mêmes noms pendant quelques jours, puis on travaille par alternance avec un collègue. Alors, au dos de ce tableau de service, qui est détaillé, on voit un brouillon d'un tableau de service qui est fait le dernier jour d'un mois pour le mois suivant. Alors, les tâches sont réparties d'une manière assez globale. Ceux qui doivent passer la nuit sur le toit du temple, du côté sud, du côté nord, et ces personnes doivent rester sur le toit du temple pour surveiller le passage des étoiles et connaître ainsi les heures de la nuit. C'est ici, à Abouzir, dans l'un des temples funéraires accolés aux pyramides des rois de la 5e dynastie, qu'ont été retrouvés ces papyrus. Ce lieu de culte comprenait un sanctuaire, des stèles, des statues qu'il fallait arroser, des magasins qui contenaient des offrandes et des objets du culte. À côté des temples funéraires, des temples solaires apparaissent à la 5e dynastie. Ce que l'on sait, c'est que si le temple funéraire était alimenté quotidiennement par le temple solaire, lui, ne l'était pas tous les jours par la résidence. Au contraire, c'était un lieu de stockage, une plaque tournante de l'économie. Et c'est pourquoi il faut imaginer qu'à côté des cours et des chapelles, il y avait aussi de grands magasins dans lesquels on engrangeait les grains, dans lesquels on mettait de côté des jarres avec des victuailles et aussi des étables pour y entretenir les bœufs qui servaient ensuite au sacrifice, car tous les jours on apportait la viande au temple funéraire et aussi une partie du bœuf allait aux autels solaires du roi. Nous avons ici une partie d'un grand tableau de comptabilité mensuelle dans lesquels sont détaillées les offrandes divines, c'est-à-dire les pains, la bière et les gâteaux qui viennent au temple funéraire depuis le temple solaire, avec les noms des denrées qui viennent au temple funéraire, ainsi que leur provenance. Ici, par exemple, une colonne où sont enregistrées des livraisons qui viennent en provenance directe de la table d'offrande du soleil dans le temple solaire. Il s'agit de 14 petits pains et la comptabilité est divisée ici, comme dans le reste de ce tableau, en 3 colonnes. D'une part, inscrit en rouge le revenu théorique, d'autre part, inscrit en noir le revenu réel et ensuite en rouge la dette, ce qui n'a pas été livré. Un temple redistribuait des nourritures, le roi mort ne les mangeait pas. Par conséquent, tous les employés du temple étaient nourris par ces biens.
les prêtres eux-mêmes et leurs familles, naturellement, de sorte que chaque temple funéraire et même chaque temple divin servait de centre de redistribution de biens alimentaires, et comme il n'y avait pas de monnaie, c'était des unités économiques. Et c'est pourquoi il était si important pour le roi régnant d'entretenir tous les cultes de ses prédécesseurs. Et là, on voit que le temple de Néfertari a été actif pendant 200 ans. Et pendant 200 ans, on a régulièrement amené des vivres dans ce temple, on les a ensuite redistribués aux employés qui ainsi pouvaient vivre de cela. Cette longévité des cultes est aussi une source de bien pour tout le monde, et en même temps on voit que la pyramide de Khéops fait des livraisons à Néfertari, la pyramide de Mykérinos fait des livraisons aussi, la pyramide de Snéfrou à Meidoum fait des envois qui sont finalement destinés au culte de Néfertari, et naturellement ce genre de choses se passait sous une très grande échelle, de sorte qu'on a une espèce de lien entre la vie des vivants et la vie des morts, entre la nécropole et la vallée, et une image extrêmement vivante de toute cette économie extraordinaire, de sorte que même dans les années très difficiles, même les années où il y avait de mauvaises récoltes, parce que la crue n'avait pas été suffisante, la résidence pouvait faire la répartition des biens et, en somme, assurer un minimal de culte pour chacun. Cette économie extrêmement savante qui ne lésait personne, puisque finalement les temples font figure de centre de redistribution des biens alimentaires et de tous les biens, même des étoffes et de toutes choses. Cette économie aurait pu durer absolument éternellement. Et pourtant, on s'est aperçu que l'Ancien Empire, un beau jour, s'est effondré comme un château de cartes, et rien n'en est resté. On peut se demander pourquoi cet empire si florissant s'est effondré vers 2100 avant notre ère, après 8 siècles de prospérité. Mit der 6. Dynastie verbindet sich in unseren Vorstellungen immer die Idee des Verfalls des Staates. In einem so reichen Grab, in einem so großartigen Grab wie dem des Mereruka, kommen uns aber Zweifel. Die Gründe des Verfalls müssen also woanders liegen. Wenn wir auf einen Beamten wie diesen Mereruka sehen, so entdecken wir, dass im Gegensatz zu der 4. Dynastie, wo dies noch alles Prinzen waren, dieser Mann durch seine eigene Tüchtigkeit hochgestiegen ist. Er ist der Sohn einer Königsbekannten, das heißt einer Hofdame, aber im Lauf seiner Karriere kann er sich mit einer leiblichen Königstochter, einer Saad Nesod Enchedev, verheiraten und wird damit in den Clan der Königsfamilie mit einbezogen. Aber er bringt seinen eigenen Clan mit ein, seine eigene große Familie. Und das ist eine Entwicklung, die in der 6. Dynastie immer stärker wird. Schon in der 5. Dynastie werden Gouverneure in die Provinzen geschickt. Diese Gouverneure träumen davon, dass sie wieder zurückkehren in die Residenz, wo sich etwas tut. Im Lauf der 6. Dynastie schon beginnen sie aber dort ihre eigenen Residenzen aufzubauen. Sie entdecken plötzlich, dass sich in diesen reichen Ländereien gut leben lässt. Hatten sie anfangs eine Villa, dann bauen sie diese Villa etwas größer und am Schluss wird es ein kleiner Palast. Es gibt Rivalitäten zwischen dem einen Gau und dem anderen Gau. Man möchte noch reicher sein, die Gräber werden noch größer und in den Gräbern maßt man sich dann schon etwas königliche Eigenheiten an.
la 5e dynastie, la famille royale ne suffit plus aux besoins constants de l'administration. Elle doit donc déléguer le pouvoir à une nouvelle classe de fonctionnaires. Au fur et à mesure que le temps passe, le roi a davantage d'occasions d'envoyer des fonctionnaires en mission. Il les envoie au Soudan, il les envoie combattre les Asiatiques, il les envoie même vers le Sinaï. Et ces fonctionnaires ont à organiser leurs expéditions. Ayant à organiser leurs expéditions, ils ne profitent pas de cette espèce de structure extrêmement bien montée qu'est l'administration égyptienne. Ils ont à inventer leur propre administration avec quelquefois 1000 personnes qui se déplacent à pied, avec des ânes et du ravitaillement. Ils ont à se trouver des interprètes, ils ont à parler à des gens qui parlent une autre langue qu'eux. Et ils font la connaissance aussi de civilisations qui ne sont pas la civilisation égyptienne. Ils apprennent ainsi qu'on peut vivre hors Égypte et qu'il y a des gens qui vivent tout à fait autrement. Et cette connaissance, cette prise de conscience de quelque chose de nouveau, et lorsqu'ils reviennent au pays, et sans doute ont-ils changé un peu de mentalité. Le roi ne leur paraît plus quelqu'un d'absolument nécessaire et obligatoire, en tout cas pour leur culte funéraire. Ils se font volontiers enterrer dans des cimetières locaux de leur province. Ainsi, avec le développement du culte syriaque, l'obligation de se faire enterrer près de la pyramide royale disparaît pratiquement. Les gens vont dans leur propre cimetière, ils ont leur propre organisation, ils montent leur propre organisation comme ils l'avaient montée par exemple dans leurs expéditions, et ils deviennent des féodaux. Les gens ont pris de l'indépendance, et cette indépendance sera le ferment de la chute de l'Ancien Empire. La fin de l'Ancien Empire, ça veut dire une grande révolution sociale, une grande révolution politique, qui est aussi une révolution dans la conception religieuse. C'est-à-dire qu'auparavant, Pharaon seul était un Osiris. Désormais, si vous voulez, c'est un fait extraordinaire pour nous, on constate une démocratisation dont le résultat est que tous les Égyptiens désormais vont être des Osiris. Et on donne ainsi, si vous voulez, la dimension de la révolution que nous devons faire dans notre propre esprit, puisqu'il s'agit d'une révolution qui, d'un Osiris unique, le Pharaon, va entraîner la présence d'Osiris qui seront tous les Égyptiens. Voyez donc, le visage est blême. Ce qu'avaient prédit les ancêtres est atteint. Le pays est affligé de bandes de voleurs, et l'homme doit aller labourer avec un bouclier. Voyez donc, le visage est blême, et l'archer est équipé, car le crime est partout. Voyez donc, les cœurs sont violents, le malheur se répand à travers le pays. Beaucoup de morts sont jetés au fleuve. Voyez, en vérité, une chose a été faite qui n'était pas arrivée auparavant. On est tombé assez bas pour que des misérables enlèvent la momie du roi. Voyez, celui qui avait été enterré en faucon divin est maintenant sur une civière. Et ce que recelait la pyramide est désormais vide. Les secrets des embaumeurs sont perdus. Voyez donc, le grain a été détruit sur tous les chemins. On est privé de vêtements, de parfums, d'huile, et chacun dit, il n'y a plus rien. Le magasin est vide. Son gardien est étendu sur le sol, parmi les herbes. Voyez, l'auguste chambre des archives, ses écrits ont été enlevés, la place des secrets est maintenant dépouillée. Les formules magiques sont divulguées et circulent. Aussi, leur contenu est désormais inefficace, car le peuple même les a en mémoire. Les secrets des rois de la haute et de la basse Égypte ont été divulgués. Voyez donc, les bureaux administratifs sont ouverts, les scribes sont tués, leurs écrits enlevés. Le grain de l'Égypte dont on vit maintenant, c'est « je viens et je prends ». Celui qui ne pouvait faire pour lui un cercueil possède maintenant une tombe.
Le bétail erre sans que personne s'en soucie. Chaque homme en rapporte pour lui et le marque au fer rouge à son nom. Voyez l'or et le lapis-lazuli, l'argent et la turquoise, la cornaline et le bronze, la pierre de Nubie entourent le cou des servantes, tandis que les nobles dames errent à travers le pays et que les maîtresses de maison d'autrefois disent « Ah, puissions-nous avoir quelque chose à manger ?» Voyez ces nobles dames, leur corps souffre des guenilles qu'elles portent et leurs corps sont affligés quand on les salue. Celle qui mirait son visage dans l'eau possède maintenant un miroir de cuivre. Les coffrets d'ébène sont brisés. Les musiciennes sont dans leur chambre et leurs chants d'amour sont des complaintes. Les conteurs sont penchés sur la pierre à moudre le grain. L'or manque. Ce qui appartenait au palais royal est pillé. Voyez donc, Éléphantine, Tinis ne paie plus d'impôts à cause de la révolte. On manque de fruits, de charbon de bois. Voyez donc, les grands et les petits souhaitent la mort et les petits-enfants disent « Mon père n'aurait pas dû me donner la vie. » Chaque semaine, l'eau minérale de Wattwiller vous invite à découvrir le monde avec Arte. Pour pallier le manque d'eau, Israël compte sur le Nil dans un instant. Le jeudi, Arte aime l'art. Avec Palette, explorez les talents cachés des toiles les plus prestigieuses, découvrez les secrets que cachent leurs couleurs et leurs motifs. Un voyage en compagnie d'Alain Jobert qui reconstitue pièce par pièce la véritable histoire de chaque œuvre. Cette semaine, La Vierge au chancelier Rollin de Van Eyck. Palette, tous les jeudis à 20h sur Arte. Dans un instant, le Nil au cœur d'un débat sur l'approvisionnement en eau. Le Chamassin, vent de sable dans le Sinaï, et un peu de pluie, enfin. Ici, l'eau est une bénédiction pour les habitants du désert. Comme le dit le Coran, l'eau est source de vie. Pour nous, dans le Sinaï, l'eau représente tout, purement et simplement. La péninsule du Sinaï commence tout de suite après le canal de Suez. Longtemps convoitée par Israël et l'Égypte, elle est entièrement retournée à l'Égypte depuis 10 ans. Aujourd'hui, elle est l'objet de plans de développement très ambitieux. De l'eau potable pour le désert. 2 pipelines de plus de 150 km drainent l'eau assainie du delta du Nil vers le nord du Sinaï, en traversant le canal de Suez. Entre les villages, à intervalles de quelques kilomètres, une prise d'eau pour les Bédouins. C'est ici, dans cette région côtière de la Méditerranée, le long de l'antique Via Maris, que vit la majorité des 500 000 habitants du Sinaï.
Aujourd'hui encore, l'eau potable que l'on ramène de loin suffit à peine. On prévoit d'ores et déjà d'en tripler le débit. Autre projet, un grand canal d'eau du Nil pour l'irrigation agricole. Le chef du projet nous indique fièrement le futur tracé du canal. Son nom, Salaam, le canal de la paix. Il s'arrêtera malgré tout à 40 km de la frontière israélienne, à El Arish. Tout doit être terminé pour 1995. Objectif, rendre le désert verdoyant grâce à 2,5 milliards de mètres cubes d'eau du Nil. Mais on ignore si l'artère vitale de l'Égypte, déjà surexploitée, pourra encore en fournir autant. La luxuriance de l'oasis d'El Arish, la grande ville du nord du Sinaï, masque le manque d'eau dans cette région proche de la Méditerranée. Des pluies trop rares, une eau de mer trop chère à dessaler, des réserves souterraines sous-exploitées. Le gouverneur a besoin de l'eau du Nil pour réaliser ses ambitieux projets de développement. Le Sinaï peut contribuer à résoudre les problèmes de la surpopulation et du chômage en Égypte. Lorsque le canal Salaam sera terminé, nous pourrons cultiver 300 000 hectares de désert. Si on ajoute à cela le commerce et l'industrie, alors le Sinaï pourra faire vivre 2 millions de personnes supplémentaires. Existe-t-il une collaboration avec Israël sur la question de l'eau? Non, pas encore. Pour le moment donc, pas d'eau pour Israël, comme l'avait envisagé autrefois le président Sadat. Même pas pour les Palestiniens vivant de l'autre côté de la frontière, dans l'aride bande de Gaza. Et pourtant Israël pourrait, en contrepartie, faire profiter les Égyptiens de sa technologie moderne. Car l'eau puisée dans les profondeurs du désert égyptien ne représente encore qu'un très faible pourcentage de la quantité consommée, alors que le Sinaï en recèle d'importantes réserves. Que ce soit à El Arish ou ailleurs, gagner des terres sur le désert a son prix. Jusqu'à 140 000 francs par hectare, suivant la situation et la méthode d'irrigation. L'avenir va coûter cher, car l'Égypte a l'intention d'exploiter un nouveau million d'hectares d'ici à l'an 2000. On en restera donc à une dépendance quasi totale à l'égard du Nil, qui, aujourd'hui encore, couvre 90% des besoins égyptiens en eau. La vallée du Nil, à la hauteur de Luxor. À droite et à gauche du fleuve, le désert. Dans l'intervalle, un mince ruban vert. Pas de vie sans le Nil. 98% de la population égyptienne se presse sur 4% de la superficie. C'est le cas ici, dans la vallée du Nil, mais aussi dans le delta ou sur la côte. L'eau est puisée de la même manière depuis des millénaires. Les fellahs, les paysans égyptiens, perpétuent la culture de leurs ancêtres. Même les vestiges monumentaux du temps des pharaons témoignent d'une Égypte, dont du Nil. Mais les interventions de l'homme font courir un risque croissant à cette épine dorsale égyptienne. Les bouleversements écologiques provoqués par le barrage d'Assouan, la remontée des nappes phréatiques et le sel ne menacent pas seulement les anciens trésors des pharaons. Ils mettent aussi en péril l'actuel mode de vie en Égypte. Nous sommes complètement dépendants du Nil. Nous n'avons rien d'autre à part lui. Mais bien qu'aucune vie ne soit possible en Égypte sans lui, nous ne traitons pas son eau comme il faudrait. Irrigation généreuse. Pour les fellahs, l'eau est un don divin et l'État la leur cède pour presque rien. L'agriculture consomme ainsi 90% de l'eau du Nil en Égypte, notamment pour des cultures comme celle de la canne à sucre. Remontée de la nappe phréatique, sols gorgés de sel, champs surfertilisés par des produits chimiques. Seuls 10% des eaux usées agricoles sont épurées et recyclées. Le reste, hautement pollué, s'infiltre dans le sol ou, comme de toute éternité, retourne au Nil. C'est le cas des eaux résiduelles des usines et des nombreuses maisons particulières non encore reliées au tout à l'égout ou à une station d'épuration. Les besoins en eau ne cessent d'augmenter, mais les appels à l'économie sont presque ignorés, même si, depuis peu, l'eau potable est devenue plus chère.
Glissement nonchalant au fil du fleuve en direction d'Assouan. Depuis 20 ans, le grand barrage qui régule les masses d'eau venues d'Afrique centrale permet aux fellahs d'irriguer leurs champs toute l'année et, contrairement au passé, de faire plusieurs récoltes. Mais la stabilisation du niveau des eaux sur l'antique nilomètre d'Assouan a fait disparaître la force vivifiante de la crue d'été et le limon fertile qu'elle charriait. La qualité de l'eau et des sols s'est dégradée, la pêche a décliné. Le barrage donne aux gens d'Assouan l'illusion d'un avenir assuré. Et pourtant, aujourd'hui déjà, l'agriculture égyptienne ne parvient à nourrir que la moitié de la population. L'assurance vie de l'Égypte sous haute surveillance. Nous ne pourrons pas approcher davantage du haut barrage. L'armée et la police l'interdisent. État d'alerte fébrile. L'Égypte est située au bout d'une île qui s'étire sur 6000 km et ne reçoit aucun affluent sur son territoire. Elle est donc entièrement dépendante du bon vouloir des États d'Afrique noire à la source du fleuve. 80% de l'eau égyptienne provient d'une île bleue qui descend des hauts plateaux éthiopiens. C'est pourquoi l'Égypte n'a jamais cessé de mettre ces pays en garde, l'Éthiopie en particulier, pour éviter la construction autoritaire de barrages sur le Nil. Les flots du Nil retenus par le barrage d'Assouan constituent une réserve gigantesque pour la distribution d'eau et la production d'électricité. Une véritable planche de salut durant la longue période sèche des années 80. Mais la situation sera-t-elle toujours aussi favorable? Confrontés à la sécheresse et à l'explosion de leur population, les autres pays riverains du Nil, comme le Kenya ou l'Éthiopie, pourraient être amenés à le solliciter davantage. Abou Simbel jette un regard critique sur le Soudan. En raison de leur soutien à l'Irak pendant la guerre du Golfe et de leur fraternisation avec la Libye et l'Iran, les fondamentalistes de Khartoum sont devenus imprévisibles pour le Caire. À cause des troubles liés à la guerre civile, le Soudan n'a pas épuisé jusqu'ici sa réserve d'eau fixée en accord avec l'Égypte. Mais cela pourrait changer rapidement. Le ministre égyptien des Affaires étrangères ne craint-il pas les attaques contre le barrage d'Assouan? On dit que l'Irak aurait amené des missiles à la frontière soudano-égyptienne pendant la guerre du Golfe. Non, la situation est tout à fait différente. Et en plus, nous savons nous défendre. Ce n'est pas un problème pour nous. Mais les relations avec le Soudan, avec les fondamentalistes islamiques, ne sont pas au beau fixe. Oui, nos relations sont quelque peu tendues, mais cela n'a rien à voir avec l'eau. La prière du vendredi au Caire. Les fondamentalistes islamiques ne sont pas encore très influents en Égypte. Mais la pénurie d'eau et la misère qu'elle entraîne pourraient changer rapidement la face des choses et favoriser la transmission du virus soudanais. L'explosion démographique incontrôlée constitue un terreau propice au désordre, surtout au Caire où la population augmente de près d'1 million de personnes par an. Ni la construction de logements ou de routes, ni l'adduction d'eau, ni l'épuration des eaux usées, et encore moins la production alimentaire ne suffisent à faire face. Pour beaucoup, il ne reste alors que la solution de la fuite vers la périphérie où la ville du Caire s'étend comme une pieuvre. Il y règne une misère encore plus grande qu'ailleurs. Et c'est ainsi qu'on voit pousser les hauts immeubles d'habitation sur les terres fertiles, pendant que les terres incultes sont gagnées à grands frais sur le désert. Malgré le développement du tout à l'égout, près de la moitié de l'eau potable du Caire se perd dans les canalisations qui fuient. À la campagne, même gaspillage. Pourtant, les paysans de l'idyllique Fayoum et du delta du Nil sont eux aussi conscients de tout ce qu'ils doivent à l'eau. L'eau est toute notre vie. Sans eau, il ne reste plus que la mort. Le Nil, c'est le printemps. Il représente tout ce qui est bon pour l'Égypte. La consommation d'eau de l'agriculture pourrait être réduite de moitié avec la modernisation des systèmes d'irrigation. Associé à un meilleur drainage des champs, il soulagerait non seulement le Nil, mais aussi les sols menacés par le sel.
Le danger est particulièrement grand ici, dans le delta du Nil. Aujourd'hui, trop de terres sont encore perdues à cause du sel et de l'érosion. Un bien faible bénéfice pour un prix écologique élevé. L'Égypte va devoir se remettre en question. Il faudra trouver les moyens de mieux gérer l'eau et surtout de l'utiliser plus rationnellement. Au lieu d'en consommer autant pour l'agriculture, on devrait en consacrer une partie à des industries nouvelles, faibles consommatrices d'eau. On n'a que l'embarras du choix. La mise en valeur de nouvelles terres dans le Sinaï, dans le désert libyen ou ici dans le delta ne suffit déjà plus à répondre efficacement à l'explosion démographique. Son coût en argent et surtout en eau est disproportionné. Combien de temps le Nil et les autres pays riverains pourront-ils encore le supporter? Cela, seuls les dieux de l'ancienne Égypte le savent. Avant Jésus-Christ, que l'on entre avec le règne de Djéser dans la période que les historiens ont appelée l'Ancien Empire. Le pays fixe sa capitale à Memphis, qui est le point de jonction entre la Basse et la Haute-Égypte. C'est à cette époque de l'Ancien Empire qu'apparaît une architecture monumentale en pierre et cet art funéraire colossal que l'on connaît. Il est à son apogée. À Saqqara, Djéser fait construire la première pyramide à degrés. Puis viennent les pyramides de Khéops, Képhren, Mykérinos. De telles constructions supposent évidemment une économie florissante et une administration sophistiquée. À cette époque, tout le système de l'Égypte repose sur un roi, maître absolu des hommes et des biens. Lui seul accède à l'immortalité, d'où ces tombeaux capables de défier les siècles, c'est-à-dire de préserver justement l'immortalité du roi. L'Égypte connaît ce qu'on appelle une première période intermédiaire, c'est-à-dire une période instable, avant la reprise en main du royaume lors du Moyen Empire, vers 2000 avant Jésus-Christ. Pendant ce Moyen Empire, à l'intérieur du pays, la diffusion du culte d'Osiris rend l'immortalité accessible à un plus grand nombre. On note aussi l'apparition et l'influence des scribes, qui constituent une sorte de classe intermédiaire entre le peuple et les dignitaires. L'autorité centrale du pouvoir est renforcée, car à l'extérieur, les marges du pays sont constamment attaquées. Au nord-est, le pharaon Amenéhat Ier fait construire face aux Bédouins le mur du Prince en 1976 avant Jésus-Christ, car c'est là la frontière la plus fragile. La période de troubles qui va suivre, c'est la deuxième période intermédiaire, et justement, elle est marquée par l'invasion du pays depuis la partie orientale du delta. Et les envahisseurs s'appellent les Hyksos. Ils sont d'origine asiatique, ils sont supérieurement armés. Ce sont eux d'ailleurs qui introduisent dans le pays les chars et les chevaux. Cette invasion des Hyksos fait comprendre aux princes égyptiens installés à Thèbes que c'en est fini de l'isolement dont le royaume a bénéficié jusqu'alors. Car avec la période dite du Nouvel Empire, vers 1600 avant Jésus-Christ, l'Égypte devient un État militaire, reconquiert le nord du pays sur les Hyksos et finit par porter la guerre en Orient. L'enjeu est le contrôle des côtes phéniciennes et des routes caravanières menant vers la Mésopotamie. Contrairement à l'Ancien Empire et au Moyen Empire, ce Nouvel Empire est consciemment impérialiste. Les pharaons Thoutmosis conduisent de nombreuses campagnes militaires pour disputer la maîtrise de l'Orient aux empires rivaux. L'empire hourite du Mitanni et l'empire hittite. Les pharaons achèvent la conquête de la Palestine au nord, atteignent l'Euphrate à l'est, et au sud, ils portent les frontières de l'Égypte jusqu'à la 4e cataracte, au-delà de la Nubie. Mais une fois la victoire remportée, les pharaons se contentent d'un régime souple de protectorat. Alors cette période est importante, tant par les conquêtes que l'on vient d'évoquer, que par le luxe de la vie de cour. On construit Médinet Abou, les temples de Luxor, de Karnak, la nécropole de la Vallée des Rois, autant de grands sanctuaires qui signent l'art pharaonique pendant cette Pax Egyptiana.
C'est à ce moment-là, vers 1300 avant Jésus-Christ, qu'Amenophis IV, devant la montée en puissance du clergé, décide d'abandonner le culte d'Amon pour instaurer une religion épurée et pour la première fois monothéiste, c'est le culte d'Aton, le disque solaire. Il prend le nom d'Akhenaton. Son successeur, Toutankhamon, acquiert une grande notoriété, non pas parce qu'il cède sous l'influence du clergé, restaure le site de Thèbes et le culte d'Amon, mais parce que sa sépulture ne fut découverte qu'en 1922 par les archéologues anglais Carter et Lord Carnarvon, et que cette tombe était alors encore inviolée. Dans cette période du Nouvel Empire, il faut retenir aussi le nom de Ramsès II, car au terme de la guerre avec les Hittites, va s'ouvrir un long règne de paix. Ramsès II est-il connu parce que c'est lui qui ordonne le massacre de tous les nouveaux-nés au pays des Hébreux, massacre auquel échappe Moïse? Non, on va dire que Ramsès est connu parce que c'est lui qui fait construire 4 colossales statues, le représentant assis à Abou Simbel. Il ajoute la cour intérieure au temple de Luxor et les 2 obélisques devant l'entrée du temple, dont l'un est désormais place de la Concorde à Paris, en France. Et puis Ramsès II est connu parce qu'il fut l'un des derniers grands souverains de l'Égypte pharaonique. C'est à partir de l'an 1000 que commence une période de déclin qui favorise la domination étrangère. L'Égypte est attaquée par les Assyriens, par les Perses de Darius, par le grand Alexandre de Macédoine. C'est Alexandre qui fonde Alexandrie en 331 avant Jésus-Christ, et c'est l'un de ses généraux, Ptolémée, qui reçoit l'Égypte en partage à la mort du Macédonien. C'est ainsi que prend naissance la dynastie égyptienne des Ptolémées, de 323 à 30 avant Jésus-Christ, et ce jusqu'à la dernière souveraine des Ptolémées, Cléopâtre VII. C'est elle, la célèbre Cléopâtre, l'Égyptienne, qui joua de ses relations personnelles avec César et Antoine. Voilà, l'Égypte des pharaons est morte, les temples des dieux sont fermés ou brûlés. Désormais, tout se joue à Rome. Dès le début du IIIe siècle, le christianisme avait pénétré l'Égypte, et nous sommes, pour l'Europe, au début de l'ère chrétienne, et pour l'Égypte, les invasions, les influences et les colonies commencent. C'est cette histoire que je vous raconterai la semaine prochaine, avant de vous montrer des cartes du Nil, puis de vous parler du canal de Suez. Sur l'Égypte pharaonique, je vous conseille de lire ce livre édité chez Ramsay, l'Égypte de Jacques Lacarrière, qui a eu la bonne idée de se promener en Égypte avec le regard de l'historien grec Hérodote, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis ce livre très beau et très lourd d'ailleurs, l'Égypte de Jean-François Champollion, aux éditions Célive, qui sont les lettres et les journaux de voyage du grand archéologue français Champollion. Champollion, à partir de 1820, c'est lui qui avait travaillé sur la pierre de Rosette, dont voilà une copie. L'original est au British Museum. Et c'est à partir de la pierre de Rosette que l'archéologue français Champollion a pu déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens.